Le protocole Reyes. Un miracle sur la Grande Via accroche. Qu'est-ce qui captive? Le secret oublié de la Grande Via. Question rapide. Que feriez-vous si la clé pour sortir de votre misère n'était pas un compte en banque, mais un morceau de cuivre rouillé que vous avez dans la poche depuis 20 ans? Il y a 3 semaines, Isabelle Martinez avait absolument tout perdu. Dans la ville vibrante mais implacable de Madrid. L'éclat de la Grande Via, l'âme de la capitale espagnole, ne faisait que souligner l'obscurité de son désespoir. Avec ses 2 enfants, elle avait survécu aux intempéries, rejetée des centres d'accueil bondés, vivant des restes et de la charité sporadique. Un matin glacial de décembre, le son de la toux de son bébé devint aigu, dangereux. Isabelle n'avait plus d'option. Cherchant désespérément une quelconque pièce de monnaie dans son porte-monnaie effiloché, ses doigts trouvèrent quelque chose de métallique, une étrange carte rouillée. C'était le dernier cadeau de son grand-père, dédaigné pendant des années comme une ferraillerie inutile. Sans rien à perdre, Isabelle prit une décision absurde. Elle présenterait cette pièce de métal ridicule à la banque la plus imposante de Madrid. « Où allons-nous, maman? » murmura Sofia, 8 ans, s'accrochant à sa mère. Isabelle fixa la carte. « Découvrir ce que ton arrière-grand-père nous a laissé dans la capitale. » L'imposante façade de pierre de la banque Union de Granito, avec son air aristocratique, se dressait devant elle en pleine rue d'Alcalá, près de la Puerta del Sol. Ses portes de laiton luisaient comme une promesse de chaleur et de stabilité. Isabelle hésita. À quoi pensait-elle? Il ne permettrait jamais à quelqu'un comme elle, avec la fatigue indubitable de l'indigence gravée sur le visage, de franchir cette entrée. Mais la toux du bébé avait empiré, et les chaussures de Sofia étaient déchirées. Elles avaient besoin d'un miracle. « Allons-y, ma petite », murmura Isabelle, pour elle-même autant que pour sa fille. Le jet d'air chaud qui les accueillit en poussant les portes tournantes fut si frappant qu'Isabelle se sentit momentanément étourdie. Le vestibule de marbre s'étendait majestueusement, peuplé d'hommes et de femmes en costumes de tailleurs italiens et chaussures cirées. Isabelle se sentit une tache sur une tapisserie de luxe. La sécurité les remarqua immédiatement. « Madame », s'approcha un garde en uniforme, son expression un mélange exercé d'autorité et de prudence. Sa plaque disait Antonio. « Puis-je vous aider? J'ai besoin de parler à quelqu'un au sujet d'un compte, » dit-elle, forçant une confiance qu'elle ne ressentait pas. Un second garde, Maribel, selon sa plaque, apparut, la main négligemment posée sur sa radio. « Avez-vous un numéro de compte? Une pièce d'identité? »« J'ai ceci, » dit Isabelle, sortant la carte métallique. Elle ne ressemblait à aucune carte bancaire moderne. Rectangulaire, mais légèrement plus grande, elle semblait être en cuivre ou en bronze, maintenant oxydée jusqu'à une couleur vert-brun marbré. Elle portait d'étranges symboles et numéros gravés sur sa surface. Antonio l'examina avec un scepticisme visible. « Ce n'est pas une de nos cartes. Mon grand-père me l'a donnée, » expliqua Isabelle. « Hugo Reyes. Il a dit que si les choses se tournaient vraiment mal... »« Madame, ce n'est pas un centre d'accueil, » interrompit Maribel. « Il y a un centre communautaire à Lavapiés qui ouvre à midi. »« S'il vous plaît, » coupa Isabelle. « Cherchez seulement Hugo Reyes. S'il vous plaît. » Quelque chose dans son ton. Peut-être ce mélange brut de dignité et de désespoir fit qu'Antonio hésita. Il échangea un regard avec Maribel. « Attendez ici, dit-il finalement. « Ne vous approchez pas des autres clients. » Isabelle guida Sofia vers la zone indiquée, sentant le poids des regards de toutes parts. « Maman, j'ai faim, » murmura Sofia. « Bientôt, mon cœur, » promit Isabelle, bien que les mots sonnassent creux. Combien de repas avait-elle sauté pour s'assurer que ses enfants mangent? Pendant qu'elles attendaient,
L'esprit d'Isabelle remonta à la cuisine de son grand-père. 25 ans auparavant, dans un modeste appartement du quartier de Chambéry, elle pouvait encore sentir la cannelle et le café qui imprégnaient perpétuellement leur humble foyer. La jeune Isabelle, âgée de seulement 10 ans, était assise devant l'échiquier usé, le menton appuyé sur ses mains, contemplant son prochain mouvement. « Échec et mat en 3 coups, petite, » dit-il. « Ce n'est pas juste. Tu as joué toute ta vie, » se plaignit-elle. Ses parties d'échecs du dimanche étaient sa partie préférée de la semaine. Grand-père Hugo rit, son son chaud et rauque à cause des décennies de cigarettes qu'il avait finalement arrêtées. La vie est comme les échecs, Isabelle. Parfois, tu protèges les pièces que tu aimes le plus. Parfois, tu dois sacrifier pour survivre. Puis, il mit la main dans sa poche, sortant l'étrange carte de métal. « Ceci est pour toi. Garde-la bien. » La jeune Isabelle la retourna dans ses petites mains, confuse par son poids et les gravures étranges. « Qu'est-ce que c'est? »« Une assurance, » répondit-il. « Si la vie te pousse un jour dans un trou si profond que tu ne peux plus en sortir, cette carte sera la corde. Mais ne l'utilise que si tu crois vraiment qu'il y a encore une issue. » Le souvenir se dissipa lorsque la toux du bébé s'intensifia. Isabelle le berça doucement. « Comment s'appelle-t-il? » demanda une voix douce. Isabelle leva les yeux et vit une femme âgée avec un manteau coûteux en poil de chameau debout devant elle. « Miguel, » répondit Isabelle après un moment de surprise. « Comme mon père, » hocha la femme. « J'ai élevé 4 garçons. Le plus jeune avait des coliques terribles. Il toussait juste comme ça. » Elle plongea la main dans son sac et glissa un billet de 20 € dans la main d'Isabelle. « Achète-lui quelque chose de chaud. » Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, la femme s'en alla, disparaissant dans l'agitation du vestibule. Isabelle regarda l'argent, se sentant reconnaissante et humiliée à parts égales. Autrefois, c'était elle qui mettait des dons dans les boîtes de charité. Autrefois, elle avait un foyer, un mari et un avenir. « Mademoiselle Martinez, » Antonio était revenu. « Quelqu'un va vous voir maintenant. Veuillez me suivre. » Isabelle approcha Miguel contre sa poitrine, prit la main de Sofia et suivit le garde vers une batterie d'ascenseurs à l'arrière du vestibule. L'ascenseur monta silencieusement, les emmenant à un étage dont Isabelle ignorait l'existence. Lorsque les portes s'ouvrirent, elles révélèrent un environnement dramatiquement différent du vestibule public. Ici, les lambris de bois sombres et l'éclairage tamisé créaient une atmosphère de luxe discret. Le tapis était suffisamment épais pour absorber le son de leurs pas. Antonio les guida vers une salle de conférence où un homme attendait, grand, chauve, avec une posture méticuleuse. Il se leva à leur entrée. « Mademoiselle Martinez, je suis Marvin Rowe, chef de compte délégué. Veuillez vous asseoir. » Isabelle s'assit nerveusement au bord d'une chaise en cuir, Sofia à ses côtés, le bébé bercé dans ses bras. Elle se sentait sauvagement déplacée, comme une tache sur un tissu coûteux. « Vous avez présenté ceci à la réception, » dit Marvin, pointant la carte de métal. « Mon grand-père me l'a donné, » expliqua Isabelle, l'histoire sonnant de plus en plus absurde à ses propres oreilles. « Puis-je demander quelles circonstances vous amènent ici aujourd'hui? » La question de Marvin était formulée avec soin. « Nous sommes à la rue, » dit-elle finalement, les mots lui brûlant la gorge. « Mon mari est mort il y a 18 mois. J'ai perdu mon travail, puis notre appartement. Les refuges sont pleins. Nous avons dormi dans un abribus sur la Castellana la nuit dernière. » Elle s'attendait à de la pitié, peut-être même à de la gêne. Au lieu de cela, Marvin hocha la tête comme s'il confirmait une hypothèse. « Le protocole Reyes, » murmura-t-il, presque pour lui-même, puis plus fort. « Mademoiselle Martinez, seriez-vous disposée à fournir une vérification d'empreinte digitale? » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la salle de conférence s'ouvrit
et une jeune femme entra portant une tablette et un petit dispositif électronique. « Elle est Andrea, de notre département de sécurité », expliqua Marvin. Déconcertée, Isabelle permit à Andrea de guider son index jusqu'au scanner. Un moment après, le dispositif émit un doux tintement. L'assurance professionnelle d'Andrea glissa pendant une fraction de seconde. « C'est une correspondance exacte », dit sa voix soigneusement contrôlée. « Merci, Andrea », dit Marvin. Quand ils se retrouvèrent seuls à nouveau, le comportement de Marvin changea subtilement. Plus chaleureux, plus humain. « Mademoiselle Martinez, que savez-vous des arrangements financiers de votre grand-père? »« Rien. Il vivait modestement. Il travaillait pour le chemin de fer, je crois. Il est mort quand j'avais 15 ans. Tenez, votre grand-père a établi un type de fiducie très spécifique. Nous l'appelons un compte de contingence d'héritage. On ne peut y accéder que dans des circonstances particulières. »« Quelles circonstances? » demanda Isabelle. « Le langage exact de la fiducie, stipule, sera débloqué seulement lorsque le descendant se trouve en situation d'indigence vérifiable. » L'expression de Marvin était indéchiffrable. Il semble que votre grand-père ait anticipé cette possibilité et se soit préparé en conséquence. Je ne comprends pas. Mademoiselle Martinez, suite à la vérification de l'empreinte digitale et à la confirmation de vos circonstances actuelles, vous avez maintenant accès à la fiducie Reyes. La valeur actuelle, incluant tous les investissements et propriétés, est d'environ 2 millions d'euros. Isabelle entendit les mots, mais ne put en traiter la signification. Millions. Le concept était trop vaste à saisir, alors qu'à peine quelques heures auparavant, elle calculait si elle pouvait se permettre un seul repas chaud. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « Il y a une erreur. »« Il n'y a pas d'erreur, » l'assura Marvin. « Votre grand-père était exceptionnellement stratégique dans ses investissements. La fiducie a été gérée activement pendant des décennies, augmentant substantiellement au fil du temps. Mais pourquoi l'aurait-il fait? Isabelle s'interrompit. La documentation de la fiducie comprend une lettre que je vous fournirai sous peu. Mais d'abord, des arrangements immédiats doivent être faits. Marvin pressa un bouton sur la table de conférence. Vos enfants semblent avoir besoin de nourriture et peut-être de soins médicaux pour le petit. Comme invoqué par magie, un autre membre du personnel apparut, portant un plateau de sandwich, de fruits et de bouteilles d'eau. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent à la vue de la nourriture. « Vas-y, ma vie », murmura Isabelle, encore étourdie. Alors que Sophia s'emparait anxieusement d'un sandwich, Marvin continua. « Nous allons organiser un hébergement temporaire pour vous immédiatement. Une suite d'hôtels. Notre service de conciergerie peut vous fournir l'essentiel dont vous avez besoin cette nuit. Demain, nous pourrons commencer une discussion plus complète sur vos options. » Isabelle le fixa, luttant pour aligner cette conversation surréaliste avec la réalité de sa vie. « Pourquoi nous aidez-vous? » demanda-t-elle finalement. « Mademoiselle Martinez, votre grand-père a été très explicite dans ses instructions. Il a dit, quand elle viendra, elle sera fière, mais brisée. Ne laissez pas la bureaucratie la briser davantage. » Les larmes piquèrent les yeux d'Isabelle. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Vous n'avez rien à dire, » répondit Marvin. « Concentrons-nous sur le fait que vous et vos enfants soyez à l'aise cette nuit. Tout le reste peut attendre jusqu'à demain. » De la rue à la suite présidentielle. La suite présidentielle de l'hôtel Westmont était plus grande que l'appartement entier qu'Isabelle avait partagé avec Louis. Les baies vitrées révélaient une vue panoramique de la ville, maintenant couverte de neige, avec les lumières de la rue scintillant en dessous comme des étoiles terrestres. Les tapis moelleux amortissaient ses pas alors qu'elle se déplaçait d'une pièce à l'autre. Dans une chambre, Sophia rebondissait expérimentalement sur un lit king-size, son petit visage illuminé d'émerveillement. Dans une autre, Miguel dormait paisiblement dans un berceau aménagé à la hâte, sa respiration plus facile après que le pédiatre que Marvin avait fait venir à l'hôtel
l'eût examiné. Bronchite, avait diagnostiqué le médecin. Les antibiotiques devraient aider rapidement. Maintenant, debout seule dans la vaste salle de bain en marbre, Isabelle regarda son reflet dans un miroir encadré d'or. Une étrangère lui renvoyait le regard, les joues creuses et les cernes foncées, sous des yeux trop vieux pour ses 34 ans. Lentement, elle ouvrit le robinet d'eau chaude. La vapeur monta, embuant le miroir, obscurcissant la femme qu'elle ne reconnaissait plus. Elle pleura pour Louis, volé par une route mouillée par la pluie et un conducteur qui n'avait pas pu freiner à temps. Elle pleura pour le foyer qu'ils avaient construit ensemble, maintenant occupé par des étrangers. Elle pleura pour l'innocence perdue de Sophia et le début de vie précaire de Miguel. Lorsque les larmes se tarirent finalement, Isabelle se lava le visage avec un savon d'hôtel qui sentait le jasmin et le bois de santal. Elle se sécha avec une serviette si douce qu'elle se sentait comme un nuage contre sa peau. Elle entra dans le coin cuisine de la suite. Elle trouva une sélection de nourriture qui avait été livrée pendant qu'elle était dans la salle de bain. Isabelle prépara une assiette pour sa fille, s'émerveillant de l'aspect surréaliste de servir de la nourriture dans de la porcelaine fine au lieu de contenants de restauration rapide récupérés. « On peut rester ici pour toujours, maman ?» demanda Sophia, en roulant des spaghettis autour de sa fourchette. « Non, ma vie, » répondit Isabelle, « mais nous n'avons pas à nous soucier de l'endroit où nous dormirons demain, ni après-demain. » Après que Sophia eut mangé à sa faim, plus de nourriture en une seule fois qu'elle n'en avait eu depuis des semaines, Isabelle l'enveloppa dans l'énorme lit. Isabelle vérifia Miguel, ajustant sa couverture et frôlant ses lèvres contre son front, maintenant plus frais après la première dose de médicaments. Puis elle retourna dans le salon principal, où une enveloppe en papier manille l'attendait sur la table basse. À l'intérieur se trouvait la lettre que Marvin avait mentionnée, les mots de son grand-père. « Ma très chère Isabelle, si tu lis ceci, c'est parce que le filet de sécurité que j'ai créé t'a rattrapé. Je suis désolé que la vie t'ait mené à des circonstances aussi désespérées, mais je ne regrette pas la prévoyance qui me permet de t'aider maintenant, même au-delà de la tombe. Tu te demandes peut-être comment j'ai accumulé une telle richesse, puisque j'ai vécu si simplement. La vérité est à la fois ordinaire et extraordinaire. J'ai fait un investissement brillant dans ma jeunesse, une petite entreprise de technologie à Bilbao, en laquelle peu croyaient qu'elle réussirait. Cette seule décision, suivie de décennies de gestion prudente, a créé le fondement de ton héritage. J'ai choisi de vivre modestement, parce que je connaissais le danger séduisant de la richesse. J'ai vu des amis et collègues transformés par l'argent. Je voulais quelque chose de différent pour toi. Je voulais que tu connaisses la valeur du travail, de la compassion, de voir les gens pour qui ils sont et non pour ce qu'ils possèdent. Mais je craignais aussi que le malheur ne te trouve, comme il m'a trouvé autrefois. Peu se souviennent de maintenant, mais avant mon succès. J'ai connu la faim. J'ai dormi sur des bancs de parc. J'ai ressenti la honte particulière que la société réserve à ceux qui sont tombés en disgrâce. Cette fiducie est conçue avec des intentions spécifiques. Tu trouveras que bien que tu aies maintenant des ressources substantielles, il y a des structures mises en place pour prévenir les pièges de la richesse soudaine. Mon espoir est que tu utilises ces fonds pour reconstruire ta vie, pour assurer ton avenir et, peut-être le plus important, pour étendre la même compassion aux autres que tu reçois maintenant. Souviens-toi de nos parties d'échecs, petite. La vie est stratégie, sacrifice et protection. Parfois, nous perdons des pièces importantes. Parfois, nous devons battre en retraite. Mais le jeu continue, tant que le roi reste debout. Gagne, avec un amour éternel, ton grand-père. Isabelle lut la lettre 3 fois, la voix de son grand-père si vive dans son esprit. Elle plia soigneusement les pages
et les remit dans l'enveloppe. Puis, elle traversa la pièce jusqu'à la fenêtre et contempla la ville couverte de neige. Un léger coup à la porte de la suite la tira de ses pensées. Isabelle ouvrit et se retrouva face à un jeune homme en uniforme d'hôtel qui tenait un sac de course. « Mademoiselle Martinez, les articles que vous avez demandés. » Isabelle n'avait rien demandé, mais elle accepta le sac avec un murmure de remerciement. À l'intérieur se trouvaient des articles de toilette, un pyjama et des vêtements de base pour elle et les enfants, tous dans les bonnes tailles. L'œuvre de Marvin, sans aucun doute. Après avoir enfilé le nouveau pyjama, un coton doux qui se sentait comme un luxe contre sa peau, Isabelle s'assit sur le canapé, toujours incapable de traiter complètement les événements de la journée. Son téléphone vibra. Un autre des arrangements de Marvin. Son ancien numéro avait été reconnecté et le téléphone avait été chargé pendant qu'elle s'occupait des enfants. L'écran afficha un message texte d'un numéro inconnu. « Mademoiselle Martinez, je suis Harry Patel, de Banco Union de Granito. Je serai votre conseiller financier dédié à partir de maintenant. Monsieur Rowe m'a demandé de vérifier si vous aviez besoin de quoi que ce soit d'autre cette nuit. Nous avons une réunion prévue pour 10 heures demain, mais je suis disponible à tout moment si vous avez des questions. » Isabelle regarda le message. Un conseiller financier dédié. Bien sûr. Les gens qui ont de l'argent. Les gens comme elle maintenant, apparemment, avaient des équipes entières dédiées à gérer leurs affaires. « Nous allons bien, merci », écrivit-elle en retour. « Excellente. Essayez de vous reposer, mademoiselle Martinez. Vous êtes en sécurité maintenant. » Ces 3 mots, « Vous êtes en sécurité maintenant », brisèrent son sang-froid, soigneusement maintenu. Isabelle s'accroupit dans le coin du canapé luxueux et les murmura à voix haute, comme une incantation qu'elle avait peur de croire complètement. Elle répéta la phrase jusqu'à ce qu'elle devienne une berceuse, se balançant doucement d'avant en arrière, les bras autour d'elle-même. Finalement, l'épuisement la réclama, et elle dormit profondément pour la première fois depuis des mois. Le confort, la conférence avec Harry. La réalité s'impose. Le matin arriva avec une lumière dorée filtrant par les fenêtres qu'elle avait oublié de couvrir. Pendant un moment désorientant, Isabelle ne put se souvenir où elle était. La réalité revint lorsque Sophia fit irruption dans la pièce, déjà vêtue de nouveaux vêtements du sac mystérieusement fourni. « Maman, il y a une baignoire assez grande pour nager, et la télévision a toutes les chaînes. » Son excitation était palpable, ses mouvements vifs d'une manière qu'Isabelle n'avait pas vue depuis avant la mort de Louis. « Doucement, ma vie, » lui rappela Isabelle doucement, bien que son cœur se gonflât de la joie de sa fille. « Ton frère dort encore. » Comme par un signal, les pleurs de Miguel résonnèrent depuis la chambre. Isabelle se dirigea vers lui. Elle le changea, utilisant les fournitures qui avaient fait leur apparition comme par magie, et le berça près d'elle. Un coup discret annonça l'arrivée du petit déjeuner. Un festin de fruits frais, de pâtisseries, d'œufs et de café. Elle et Sophia mangèrent lentement, savourant chaque bouchée, encore à moitié effrayée que cette abondance puisse disparaître aussi soudainement qu'elle était apparue. À 9 heures précises, le téléphone de l'hôtel sonna. Le concierge l'informa que M. Patel était arrivé et attendait dans le hall quand elle serait prête. La réalité s'immisça dans le sanctuaire onirique de la suite. Réunion, décision, un avenir soudain vaste de possibilités, là où auparavant il s'était réduit au prochain repas, au prochain abri nocturne. « Sophia, nous devons descendre pour rencontrer quelqu'un », expliqua Isabelle, aidant sa fille à se laver les restes collants du petit déjeuner de ses mains. « Il s'agit de notre nouvelle situation. »« Nous sommes riches maintenant, maman ?» demanda Sophia. Isabelle hésita. « Nous avons de l'aide maintenant, » dit-elle. « Grand-père Hugo nous a laissé un cadeau. Satisfaite. » De cette explication,
Sophia se dirigea vers la porte, tandis qu'Isabelle prenait Miguel et le sac à langer. Un jeune homme indien, dans un costume couleur charbon, s'approcha d'elle immédiatement. « Mademoiselle Martinez, je suis Harry Patel. C'est un plaisir de vous rencontrer en personne. » Harry les conduisit à une salle de conférence privée près du hall principal, déjà préparée avec une chaise haute pour Miguel et des livres de coloriage pour Sophia. La considération de ces arrangements émut Isabelle de manière inattendue. « Murrow vous envoie ses salutations », expliqua Harry tandis qu'il s'installait. Il gère l'activation initiale du protocole. Mais la gestion quotidienne incombe à des conseillers comme moi. Isabelle hocha la tête. J'apprécie l'aide. Tout cela est très accablant. Je ne peux qu'imaginer. Allons-y pas à pas. Il ouvrit un porte-document en cuir. Premièrement, affaires pratiques. Votre suite est réservée pour 2 semaines, ce qui nous donne le temps d'assurer un logement plus permanent si vous le souhaitez. Une carte de crédit a été émise à votre nom, liée à un compte préliminaire, avec des fonds suffisants pour les besoins immédiats. Je ne sais même pas par où commencer, avoua-t-elle. Hier, nous n'avions rien. C'est pour cela que je suis ici, dit Harry doucement. Vous n'avez pas à tout résoudre d'un coup. Il hésita, puis il ajouta. Si cela ne vous dérange pas que je demande, comment êtes-vous arrivé à vos circonstances actuelles? La question était professionnelle, mais exprimée avec une réelle préoccupation. Mon mari, Louis, était mécanicien, un bon. Nous avions un petit appartement, des économies et des plans pour l'avenir. Puis, il y a 18 mois, il a été heurté par une voiture en rentrant du travail à moto. Les factures médicales ont tout emporté, même avec l'assurance. J'étais enceinte de Miguel, travaillant comme réceptionniste, mais le bureau a réduit son personnel juste après mon congé de maternité. Sans indemnité. Isabelle marqua une pause, se remémorant la cascade de désastres qui avait suivi. L'avis d'expulsion, la vente de leur voiture, le déménagement vers des appartements progressivement moins chers et plus dangereux, jusqu'à ce que même ceux-là soient hors de sa portée. Il ne me restait plus de famille, à part les enfants. Les amis ont aidé au début, mais finalement, elle haussa les épaules, le geste englobant toutes les relations tendues et brisées sous le poids du besoin prolongé. Miguel bougea dans ses bras et elle l'ajusta automatiquement, son corps attentif à chaque mouvement après des mois passés à être sa seule protection contre un monde hostile. Avant que je ne m'en rende compte, nous étions à la rue. Vous essayez de rester propre pour être présentable pour les entretiens d'embauche, mais c'est... Elle s'interrompit, incapable d'articuler le piège circulaire de l'indigence. Comme chaque jour se concentrait uniquement sur la survie, comme les opportunités se rétrécissaient jusqu'à disparaître complètement. « Vous n'avez plus à survivre tous les jours, Isabelle, » dit Harry. « Vous pouvez respirer, vous pouvez planifier, vous pouvez reconstruire. » Quelque chose dans ces mots, sa simple permission d'exister au-delà de la crise, brisa l'engourdissement qu'Isabelle avait maintenu. Elle cligna rapidement des yeux, décidée à ne pas pleurer lors de cette réunion d'affaires. Semblant sentir son émotion, Harry redirigea doucement la conversation. « Parlons des options de logement. Préférez-vous rester en ville ou considérer des zones suburbaines comme La Moraleja ou Pozuelo? » Pendant l'heure qui suivit, Harry la guida à travers les considérations immédiates. Logement, soins médicaux, éducation pour Sophia, sans l'accabler avec l'étendue totale de son héritage. Il expliqua que la fiducie de son grand-père comprenait des dispositions spécifiques, une libération structurée des fonds basée sur le temps et les circonstances, des propriétés déjà en son nom et des portefeuilles d'investissement conçus pour la stabilité à long terme. « La séance d'information complète peut attendre », l'assura Harry. « Pour l'instant, concentrez-vous sur l'établissement de la stabilité pour votre famille. Le reste viendra avec le temps. » En concluant leur réunion, Harry lui tendit une carte de visite avec son numéro de portable personnel
écrit à la main au dos, appelé à tout moment, de jour comme de nuit. Ce n'est pas juste une courtoisie professionnelle, je le pense vraiment. Isabelle l'étudia. Cet étranger qui lui parlait avec respect, alors qu'à peine quelques jours auparavant, elle était invisible pour la plupart de la société. Pourquoi êtes-vous si gentil? Mon père est venu dans ce pays avec rien d'autre que l'espoir et la détermination. Un seul acte de bonté d'un étranger a changé la trajectoire de sa vie. Notre famille n'a jamais oublié cette leçon. Il ramassa ses papiers, puis ajouta à voix basse. De plus, j'ai des enfants moi aussi. Je ne peux pas imaginer le courage qu'il a fallu pour les garder en sécurité à travers ce que vous avez enduré. Après le départ d'Harry, Isabelle resta dans la salle de conférence, la carte de crédit noire sur la table devant elle, comme un objet étrange qu'elle n'était pas sûre de savoir manipuler. Sophia continuait de colorier contentement, tandis que Miguel somnolait dans le creux du bras d'Isabelle. La nouvelle réalité et les échecs de Hugo. La peur du confort. La première semaine passa dans un flou de rendez-vous, de paperasse et d'ajustements progressifs à sa nouvelle réalité. Isabelle traversa chaque jour dans un état d'incrédulité prudente, s'attendant à ce que le rêve se brise, que quelqu'un révèle que tout avait été une erreur élaborée. Mais le miracle se maintint. La santé de Miguel s'améliora considérablement avec les soins médicaux appropriés. Sophia s'inscrivit dans une bonne école près du quartier de Salamanca, qui put accommoder son transfert en milieu d'année. Isabelle commença le processus de reconquête de son identité de l'érosion de l'indigence. De petits pas, comme une coupe de cheveux, de nouveaux vêtements qui lui allaient vraiment bien, un examen physique qui aborda le coup que des mois de malnutrition et de stress avaient fait subir à son corps. Cependant, malgré ces changements positifs, Isabelle se trouva réticente à embrasser pleinement ces circonstances modifiées. Elle utilisa la carte de crédit avec modération, n'achetant que le nécessaire malgré les douces assurances d'Harry que les fonds étaient à elle d'utiliser selon ses besoins. Elle rejeta les suggestions des agents immobiliers de luxueux penthouse avec vue sur les 4 tours et de maisons historiques dans le centre, gravitant plutôt vers des foyers modestes et pratiques dans des quartiers sûrs mais discrets. « Vous valez plus que ce que vous vous autorisez », observa Harry lors d'une de leurs réunions régulières. « La fiducie que votre grand-père a établie est conçue pour fournir sécurité et confort, pas simplement survie. Cela ne semble pas réel, admit-elle finalement, et j'ai peur que si je commence à y croire, à en dépendre, vous craignez qu'elle ne disparaisse, acheva Harry pour elle. Il ouvrit un dossier et en sortit plusieurs vieilles photographies, les étalant sur le bureau. Elle montrait un homme plus âgé et élégant, Hugo Reyes, dans ses dernières années, debout devant diverses propriétés et entreprises. « Votre grand-père était remarquablement stratégique », expliqua Harry. « Ses actifs ont accumulé de la valeur pendant des décennies. La fiducie est structurée avec plusieurs couches de protection, diversifiées dans différents marchés et véhicules d'investissement. Il faudrait un effondrement financier mondial pour impacter significativement votre sécurité. Et même alors, il y a des sauvegardes. » Isabelle étudia les photos, cherchant le grand-père dont elle se souvenait. « Il n'a jamais eu l'air riche, » murmura-t-elle. « Il vivait dans une petite maison. Il conduisait une vieille Seat. Il emballait son propre déjeuner. Selon les documents de la fiducie, ce fut un choix délibéré. Il croyait que la richesse devait être un outil, pas une identité. » Harry hésita. « Il y a autre chose que vous devriez voir. » Il sortit un autre document, plus ancien que les autres. C'était une coupure de journal de 1951, montrant un Hugo beaucoup plus jeune, debout dans une file de distribution de pain, pendant ce qui semblait être un hiver rigoureux à Madrid. Avant que ses investissements ne réussissent, votre grand-père a connu les difficultés intimement, dit Harry. La fiducie inclut son journal personnel de cette période. Il écrit sur le fait de dormir dans des gares,
sur la honte particulière d'être ignoré au lieu d'être vu. Il a compris ce que vous avez enduré, Isabelle. Peut-être mieux que la plupart. Isabelle toucha la photographie doucement, une partie de la vie de son grand-père qu'elle n'avait jamais connue. Cela expliquait beaucoup. Sa frugalité malgré l'aisance apparente. Son insistance à traiter chaque personne avec dignité. Il a créé cette fiducie pour vous, mais aussi à cause de sa propre expérience, continua Harry. La clause d'activation officielle, lorsque le descendant se trouve en situation d'indigence vérifiable, était sa façon de s'assurer que l'aide arriverait précisément quand vous en aviez le plus besoin, mais ne pouviez y accéder par des moyens conventionnels. Je ne sais toujours pas si je peux faire ça, confessa Isabelle. Faire quoi exactement? Demanda Harry. Accepter cette transformation. Être cette nouvelle personne. Vivre cette nouvelle vie. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un de nouveau, Isabelle. Vous êtes toujours la même femme qui a protégé ses enfants dans des circonstances impossibles, qui a trouvé du courage quand il y avait toutes les raisons du désespoir. La seule différence est que vous avez maintenant les ressources pour égaler votre résilience. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Isabelle se sentit attirée par les larges baies vitrées de la suite. La ville s'étendait devant elle, une tapisserie de lumières et d'ombres. Quelque part dans ce paysage se trouvaient les endroits où elles s'étaient réfugiées. L'abribus, où elles avaient passé leur dernière nuit désespérée. Le passage souterrain, où elles s'étaient cachées pendant les tempêtes. La bibliothèque publique, où elles avaient cherché de la chaleur. Le reflet d'Isabelle la regardait depuis la fenêtre. Un fantôme suspendu entre deux mondes. Son téléphone sonna avec un message texte d'Harry. Juste une vérification. J'espère que tout va bien. Rappelez-vous, les petits pas sont toujours un progrès. Isabelle se retrouva à répondre honnêtement. Je lutte pour réconcilier qui j'étais il y a une semaine avec qui je suis maintenant. C'est une trahison en quelque sorte. De qui? De la femme qui a survécu contre toute attente. Elle mérite ce répit. Isabelle ne répondit pas, mais le message résonna alors qu'elle se préparait à se coucher dans la luxueuse suite. Cette nuit-là, elle rêva de Louis pour la première fois depuis des mois. Non pas de son accident ou des conséquences dévastatrices, mais d'une matinée ordinaire dans leur petit appartement. Il était près de la cuisinière, faisant des crêpes, fredonnant faux, tandis que la lumière du soleil se déversait sur le lino usé. « Tu te débrouilles très bien, Bella, » dit-il, utilisant le surnom que seul Louis lui avait donné. Elle se réveilla les joues mouillées de larmes, mais une légèreté curieuse dans la poitrine, comme si quelque chose de tendu avait commencé à se relâcher. La dette de la dignité humaine. Le lendemain matin, Isabelle prit une décision. Après avoir déposé Sophia à sa nouvelle école, elle demanda au chauffeur qu'Harry avait arrangé de la conduire à une adresse dans l'un des quartiers les plus modestes de la ville, près de Lavapié. L'homme haussa un sourcil, mais obéit sans commentaire. Le refuge pour femmes était situé dans une église reconvertie, sa façade de pierre usée mais digne. Isabelle avait essayé d'y obtenir une place 2 fois pendant son temps dans la rue, mais il avait toujours été à pleine capacité, avec des listes d'attente s'étendant sur des semaines. Au comptoir de la réception, une femme à l'air épuisé leva les yeux avec la prudence exercée de quelqu'un qui avait entendu toutes les histoires possibles. « Je peux vous aider. Je cherche Shelley Morales, » dit Isabelle. « Elle est assistante sociale ici, je crois. »« Et qui êtes-vous? » Isabelle Martinez. Elle a essayé de nous aider. Mes enfants et moi, il y a quelques mois. Attendez ici. Quelques minutes plus tard, une femme robuste, aux cheveux poivre et sel, sortit d'un bureau. Isabelle? Mon Dieu, je ne t'ai presque pas reconnu. Shelley l'enveloppa dans une chaude étreinte qui sentait le patchouli et la menthe. J'étais très inquiète. Tu as manqué notre dernier rendez-vous, et quand j'ai vérifié les endroits habituels, elle recula, étudiant l'apparence transformée d'Isabelle. Que s'est-il passé? C'est une longue histoire.
Pourrions-nous parler en privé? Dans le bureau encombré de Shelley, entouré de classeurs débordants et d'affiches de motivation, Isabelle raconta les événements de la dernière semaine. Shelley écouta avec un étonnement croissant, secouant occasionnellement la tête d'incrédulité. « Je fais ce travail depuis 27 ans, dit-elle. Je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. C'est comme quelque chose sorti d'un conte de fées. C'est pour ça que ça ne semble pas réel, admit Isabelle.